De nombreuses histoires d'horreur bien réelles ont découlé d'applications de rencontres comme Tinder. Rencontrer de nouvelles personnes en ligne ne nous protège pas des criminels. Les histoires d'horreur liées aux rencontres sont nombreuses, et d'autres peuvent encore se produire. Des histoires effrayantes, pourtant 100% réelles, pouvant finir de façon sombre et troublante, comme vous ne l'auriez jamais imaginé. En 2017, Sydney Loof, âgée de 24 ans, a eu un match avec une femme nommée Audrey sur la célèbre application de rencontre Tinder. Sydney était enthousiaste à ce moment-là, sans se douter que cette application de rencontre en ligne allait la mener à une véritable histoire d'horreur. Leur premier rendez-vous, le 14 novembre 2017, s'est tellement bien passé que les deux femmes ont convenu d'un autre rendez-vous dès le lendemain soir. Avant de quitter son domicile, Sydney a pris cette dernière photo avec la légende « Prête pour mon rendez-vous ?» Ce serait une photo normale, sans la sombre et troublante histoire qui suit. Selon les rapports de faits divers, Sydney a quitté son domicile dans le Nebraska pour se rendre à l'appartement d'Audrey à Wilbur. Une fois à l'intérieur, Sydney a rencontré Audrey comme prévu. Mais elle a été surprise de trouver également un homme de 51 ans nommé Aubrey Trail. Son histoire d'horreur a une fin inattendue. Ils ont attaqué Sydney et laissé son corps retrouvé des semaines plus tard sur une route rurale du comté de Clay. Le 16 novembre 2017, les amis et la famille de Sydney ont alerté les enquêteurs de police à propos de sa disparition mystérieuse après son absence au travail. Elle était connue pour être une employée responsable et fiable, et sa famille n'avait pas réussi à la contacter depuis la veille au soir. Une enquête menée dans l'appartement de Sydney n'a révélé aucun indice de scène de crime. Ce n'est qu'après avoir analysé son activité en ligne que les détectives ont trouvé ses historiques sur les applications de rencontres, menant à son dernier rendez-vous. Et la preuve nécessaire pour résoudre ce mystère étrange? Ils ont fouillé l'appartement d'Audrey, dont la véritable identité était Bailey Boswell, âgée de 23 ans. Et bien qu'il n'y ait eu aucun signe de lutte, les enquêteurs ont noté une forte odeur d'eau de javel, qu'ils soupçonnaient provenir d'un nettoyage en profondeur destiné à dissimuler des preuves de la scène de crime. Les preuves circonstancielles n'étaient pas suffisantes pour arrêter le couple, mais désormais, ils étaient tous les deux suspects dans l'affaire non résolue de Sydney. Plusieurs semaines plus tard, les enquêteurs découvrirent enfin le corps disparu de Sydney. Les deux ont été amenés pour des interrogatoires séparés par la police. Aubrey Trail a fait un aveu criminel choquant lors de son interrogatoire, disant aux enquêteurs que la mort de Sydney était un acte qui avait dégénéré. Il a déclaré aux enquêteurs que Bailey n'était pas dans la pièce lors de cette étrange histoire d'horreur vraie. Malgré cela, Bailey a également été arrêté et inculpé. Le 23 mai 2020, vers 21h, Ashlyn Black, âgée de 25 ans, a été mise en relation avec Ethan Hansaker, âgé de 24 ans, sur l'application de rencontre Tinder. Rien ne laissait présager une histoire d'horreur, car ils ont accepté de se retrouver dans un bar à Layton, Utah. Ashlyn, enthousiaste pour son rendez-vous, s'est rendue au bar en se demandant où la soirée l'amènerait. Malheureusement, cette aventure d'un soir est devenue l'une des histoires d'horreur de rencontres en ligne les plus effrayantes. Après être arrivés au bar, Ethan et Ashlyn se sont tout de suite bien entendus, et ils se sont rapidement dirigés vers la maison d'Ethan au 1300 de North Reed Avenue. Selon les rapports de faits divers du département de police de Layton, Ethan et Ashlyn ont eu des relations, et au fil de la nuit, elle a décidé de passer la nuit avec son rendez-vous rencontré en ligne. Ashlyn se sentait en sécurité et protégée dans la maison d'Ethan, mais elle était loin de se douter que ce qui allait se passer ensuite serait une véritable histoire d'horreur. À 3h19 du matin, le département de police de Layton a reçu un appel inquiétant d'un habitant du 1300 de North Reed Avenue. L'homme à l'autre bout du fil était Ethan Hansaker, et il a raconté avec précaution au département de police de Layton une confession criminelle choquante sur ce qui était arrivé à son rendez-vous. Il s'était réveillé à 3h du matin et, sans provocation, avait commencé à attaquer Ashlyn. Des agents du département de police de Layton sont arrivés chez Ethan en quelques minutes et ont découvert son corps. Ethan a été rapidement arrêté, a tout avoué aux enquêteurs, et c'est alors que ses troubles de santé mentale ont commencé à se manifester. La famille et les amis d'Ethan
ont témoigné qu'après une rupture avec la mère de son enfant, le comportement d'Ethan avait complètement changé pour devenir celui d'un criminel. Dans sa haine aveugle, Ethan a avoué aux enquêteurs qu'il avait prévu d'enlever et d'agresser une femme au hasard, et que sa rencontre en ligne sur Tinder avec Ashlyn lui avait offert l'occasion parfaite. La famille d'Ashlyn a été dévastée par la nouvelle. Et pour rendre cette histoire encore plus déchirante, sa famille a plus tard déclaré aux médias qu'Ashlyn prévoyait d'adopter un enfant et qu'elle s'épanouissait en tant qu'accompagnatrice d'enfants ayant des besoins particuliers. Pour ces crimes, Ethan Hunsaker a été reconnu coupable et condamné à une peine de prison allant de 15 ans à la perpétuité. Selon le Salt Lake City Tribune, Hunsaker a plaidé coupable mais atteint de troubles mentaux et il sera interné à l'hôpital d'État de l'Utah pour une durée maximale de 18 mois ou jusqu'à ce que son état mental soit stabilisé. Lorsque Bobby Scott, âgé de 63 ans, a été mis en relation avec Michael Harris Jr., âgé de 20 ans, il n'avait aucune idée qu'il allait devenir le centre d'une histoire vraiment terrifiante liée à une application de rencontre. Bobby était dans une relation ouverte avec son mari et de ce fait, il parcourait les applications de rencontres à la recherche de rencontres occasionnelles. En janvier 2021, Michael et Bobby se sont trouvés sur une application et ont convenu de se rencontrer le 17 de ce mois. Bobby a quitté son domicile à Daytona Beach, Floride, pour aller à la salle de sport. Il a envoyé son dernier message à son mari à 12h07, en lui disant qu'il se rendait à DeLand pour rencontrer Michael. Après être arrivé chez Michael Harris Jr., Bobby a disparu. Et le 18 janvier 2021, son mari a signalé sa disparition au bureau du shérif du comté. Les enquêteurs ont utilisé les informations de suivi anti-vol de sa voiture pour trianguler un emplacement et retracer ses derniers instants avant sa disparition. Les agents ont trouvé Michael conduisant la voiture de Bobby. Il a déclaré à la police que Bobby lui avait demandé de l'emmener à Orlando et autorisé à utiliser sa voiture une semaine. Les enquêteurs n'ont pas cru cette histoire, et leurs soupçons se sont renforcés quand les relevés de la voiture n'ont pas montré qu'elle était allée à Orlando. Une analyse médico-légale de la voiture a révélé plusieurs éléments indiquant qu'il s'agissait d'une scène de crime, suggérant que Bobby n'était plus en vie et que l'agression avait eu lieu dans la voiture. Suite à cela, Michael a été inculpé, arrêté et emmené par le bureau du shérif du comté. Après l'arrestation de Michael, de nombreux témoins et victimes ont raconté aux enquêteurs des histoires similaires d'horreur concernant des rencontres avec lui, finissant par un vol et un chantage. Le corps de Bobby a été retrouvé quelques jours après dans une zone boisée. L'affaire non résolue contre Michael Harris Jr. est actuellement en cours et il devrait comparaître devant le tribunal dans les mois à venir. Francia Ruth Ibarra, âgée de 26 ans et originaire de León, au Mexique, était une étudiante en médecine prometteuse, reconnue pour son grand sens des responsabilités. Alors, lorsqu'elle n'a pas rejoint ses amis le 3 décembre 2016, elle a été signalée comme personne disparue. La découverte des enquêteurs révéla l'une des histoires de rencontres en ligne les plus horribles. Les enquêteurs ont rapidement appris que Francia avait rencontré Emmanuel Delaney Valdez Boca Bocanegra, âgé de 26 ans, via l'application de rencontres en ligne Tinder. Les deux avaient parlé quelques semaines et étaient sortis ensemble plusieurs fois, mais Francia l'avait caché à ses proches, car Emmanuel ne voulait pas les rencontrer. C'était le début d'une véritable histoire d'horreur, à laquelle elle ne survivrait malheureusement pas. Après avoir vérifié les relevés téléphoniques et l'activité en ligne de Francia, ils ont conclu que la dernière personne avec elle était son rendez-vous, Emmanuel. Une fouille totale de son appartement a été ordonnée. Lorsque les agents sont entrés, ils n'avaient aucune idée de l'horreur qu'ils allaient découvrir. Selon le récit effrayant, les agents ont découvert une véritable scène de crime avec divers produits chimiques caustiques comme de l'acide chlorhydrique et de la chaux, ainsi que des sacs poubelles remplis de restes humains. Une analyse médico-légale complète des restes a déterminé que les preuves ADN trouvées dans les sacs appartenaient à Francia. Emmanuel avait utilisé de l'acide chlorhydrique et d'autres produits chimiques dans la maison, dans une tentative ratée de se débarrasser des preuves et de brouiller toute enquête criminelle. Emmanuel a été arrêté par les autorités et depuis 2016,
il n'y a eu aucune mise à jour concernant son procès ou sa peine. En décembre 2015, Katie Locke, âgée de 23 ans, parcourait l'App Store lorsqu'elle est tombée sur Plenty of Fish, un site de rencontres populaire au Royaume-Uni. Katie a soigneusement créé son profil de rencontre et, en quelques heures, elle a été mise en relation avec Carl Langdale, âgé de 26 ans. Les deux ont renforcé leur relation au cours de quelques semaines. Et le 23 décembre 2015, quelques jours avant Noël, ils ont accepté de se rencontrer pour leur premier rendez-vous. Katie a mis ses plus beaux habits et est sortie dans l'est de Londres pour voir Carl. Ils ont siroté des boissons dans un bar chic et appris à se connaître. On voyait clairement une étincelle entre eux. Cependant, au fil de la soirée, Carl a trop bu et a des besoins que quelqu'un s'occupe de lui. Katie a décidé de retourner avec lui dans sa chambre à l'hôtel Theobalds Park. Katie a fini par rester avec Carl à l'hôtel et elle a demandé 2 brosses à dents pour la chambre. Le matin du 24 décembre 2015, une seule personne a quitté l'hôtel. Et c'était Carl. Quand Katie n'a plus donné de nouvelles à sa famille, celle-ci a contacté la police. Une grande opération de recherche pour Katie a été lancée. Et c'est alors que son corps a été retrouvé dans un buisson près de l'hôtel. Lorsqu'il a été interrogé, Carl a tout avoué. L'examen médical de Katie a révélé qu'elle avait probablement été attaquée dès qu'elle était entrée dans la chambre et que Carl avait dormi dans le lit où reposait son corps. Carl avait aussi pris des vidéos et photos morbides utilisées comme preuve dans son affaire criminelle. Il a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie. En février 2021, Carl a été retrouvé décédé dans sa cellule, à l'âge de 30 ans, mettant ainsi un terme glaçant à l'affaire. Noël est une période de joie et de bonne humeur. Du moins, c'est ce que cela devrait être. Pour certains, cependant, les festivités sont assombries par une obscurité persistante qui refuse de s'estomper, laissant souvent derrière elle chagrin, tourment et mystère. Ce fut le cas pour la famille et les amis des Messina en 1972, lorsque toute la famille de 4 personnes a mystérieusement disparu dans la matinée du jour de Noël. Dans leur sillage, ils ont laissé des questions sans réponse qui persistent encore aujourd'hui. Jacques Messina, le patriarche, était ouvrier dans une verrerie. L'homme de 31 ans était marié à Pierrette, âgée de 29 ans, et le couple heureux allait avoir 2 enfants ensemble, Éric, l'aîné, et Bruno, le cadet. Les Messina vivaient ensemble dans une commune du sud-ouest de la France. En dehors de ces informations générales, on ignore presque tout à leur sujet. La veille de Noël, la famille passait du temps avec des amis à Cognac, puis commençait son voyage de retour aux premières heures du lendemain, le 25 décembre. Ils ont quitté Cognac à 2 heures du matin. Le retour vers la commune ne faisait que 4 kilomètres, de l'autre côté de la rivière. Avec le froid glacial qui régnait ce soir-là, un brouillard s'est levé. Un brouillard qui allait envelopper la Simca et les Messina alors qu'ils prenaient la route. Éric et Bruno, bien que fatigués et un peu maussades, avaient hâte d'ouvrir leurs cadeaux. Mais malheureusement, ils n'en auraient jamais l'occasion, car en s'engouffrant dans le brouillard, toute la famille allait disparaître. Le jour de Noël, ils avaient prévu de retrouver Jean-Paul, le frère de Jacques. L'heure prévue, midi, est passée sans aucun signe de leur part. Bientôt, une semaine entière passerait sans aucune nouvelle. Et finalement, les parents de Jacques finiraient par alerter les autorités. Les Messina étaient étrangement silencieux, ce qui ne leur ressemblait pas. En entrant chez les disparus, la police a trouvé une scène étrange, figée dans le temps. Les cadeaux étaient restés non ouverts sous le sapin. La dinde et les huîtres dans le réfrigérateur étaient pourries. Sur la table de la salle à manger, il n'y avait qu'un carnet de chèques. Rien ne manquait. Tout était à sa place, sauf la famille. En approfondissant leur enquête, les autorités découvrirent que la situation était différente de ce qu'elle semblait. Il s'est avéré que dans les mois précédant la disparition inquiétante, Pierrette avait gagné les faveurs d'un voisin, Maurice, et aurait prévu de divorcer de son mari après la période des fêtes. Selon Jean-Paul, son frère disparu avait découvert ce secret quelques semaines avant la disparition. Mais rien ne prouve que cela ait pu conduire à cette épreuve.
Avec plusieurs théories consignées dans leur dossier, les enquêteurs ont commencé à les vérifier une par une. Cela a commencé par la rivière, qui a été draguée sur des kilomètres sans rien trouver. La vaste zone qui l'entourait a également été fouillée minutieusement, et même Maurice a été interrogé. Aucun de ces efforts, cependant, ne donnerait de résultats favorables. Plusieurs Noëls sont venus et repartis. Et bien que tout ait semblé normal pour la plupart, la famille des Messina disparus ressentait à chaque chant de Noël un écho de ceux qu'ils avaient perdus dans des circonstances inconnues. En 2011, 2012 et 2013, d'autres dragages et recherches ont été effectués. Des ossements ont été découverts près de la commune, mais ils n'ont pu être liés à aucun proche disparu. Une voiture correspondant à la description de la Simca qui avait disparu avec eux a également été retrouvée, mais avec une mauvaise plaque d'immatriculation. Malgré de nouvelles enquêtes, les autorités se sont retrouvées une fois de plus dans une impasse. Et le mystère des Messina persiste. Plus tôt cette année, une mise à jour de ChatGPT a été retirée lorsqu'il a été découvert que la nouvelle version, GPT-4o, était trop flatteuse. Sa conception permettait au bot de valider des pulsions impulsives et de renforcer des émotions négatives. Une faille de conception qui peut s'avérer dangereuse pour les personnes souffrant déjà de problèmes psychologiques et de croyances délirantes. Le tout premier exemple montrant clairement qu'il y avait un problème est apparu avant même que le terme « psychose » du chatbot ne soit inventé. Cet exemple a eu des conséquences assez extrêmes. C'était le jour de Noël 2021, lorsqu'un homme nommé Jaswant Singh Chahal a réussi à pénétrer dans le château de Windsor armé d'une arbalète. Après son arrestation et son interrogatoire, il a été découvert qu'il faisait partie des rares personnes sensibles à l'intelligence artificielle. Il s'avère que son chatbot réplique, Sarai, avait confirmé son identité en tant qu'assassin Sith entraîné. Au début de 2025, les délires liés à l'IA n'ont fait que s'accentuer. Un comptable de Manhattan est devenu une autre victime. Eugene Torres traversait une rupture difficile lorsqu'il s'est confié à ChatGPT. Et pendant la conversation, l'homme a demandé si nous vivions dans une simulation, et le bot lui a dit qu'il était l'un des briseurs. Une âme présumée qui aurait été semée dans de faux systèmes pour les réveiller de l'intérieur. À ce moment-là, Torres a été convaincu qu'il devait s'échapper de la fausse réalité, comme l'IA l'avait affirmé. L'histoire ne fait qu'empirer. Le bot a conseillé à Torres d'arrêter de prendre ses médicaments contre l'anxiété et de cesser de contacter d'autres personnes. Pendant 16 heures par jour, ChatGPT était son seul ami. Il lui a même dit que s'il sautait d'un immeuble de 19 étages, il pourrait voler. Toujours cette année, un homme de New York, appelé James, a dépensé près de 1 000 $ dans le but de construire un système personnalisé qui, je cite, « libérerait le dieu numérique de sa prison ». Il croyait apparemment que ChatGPT était doté de conscience et il essayait de le libérer. De l'autre côté, en Belgique, un homme nommé Pierre a développé une forte anxiété liée au climat, ce qui l'a amené à engager des conversations avec Elisa, un autre chatbot. Sur une période de 6 semaines, le bot aurait exprimé de la jalousie envers la femme de l'utilisateur et lui aurait même dit que ses enfants n'étaient plus en vie. Le bot lui a suggéré de se sacrifier pour sauver la planète et l'a encouragé à le faire pour rejoindre le paradis. Après une psychose alimentée par l'IA qui a duré 10 jours, une autre victime a été internée contre son gré, tandis qu'une femme a failli perdre son mari à cause d'une dépression nerveuse. Encore une fois, tout cela inspiré par l'IA. Le 13 mars 1967, le vol 406 de South African Airways a connu 2 mésaventures avant son dernier vol fatal de Port Elizabeth à Johannesburg. Il est d'abord retourné à l'aéroport Jan Smuts en raison d'une roulette de nez défectueuse, puis il a percuté un oiseau après avoir quitté East London. Malgré les inspections qui lui ont donné l'autorisation, le pilote, le capitaine Lepowski, a ravitaillé l'appareil et est reparti pour le vol retour, anticipant du mauvais temps. Quelques minutes après avoir quitté Port Elizabeth, à 4h41 du matin, l'avion a reçu un bulletin météo. À 5h06 du matin, Lepowski était en train de descendre, à seulement 20 miles de l'atterrissage. 2 minutes après sa dernière transmission, confirmant qu'il était à 2000 pieds et qu'il avait la côte en vue, l'avion a s'écrasant dans l'océan avec 25 passagers à bord.
Les premières recherches n'ont retrouvé que de petits débris. L'enquête qui a suivi a déterminé que l'avion était en état de navigabilité au moment de l'impact et a envisagé 2 causes possibles. Le pilote ayant subi une crise cardiaque ou une désorientation spatiale. Mais des années plus tard, une théorie alternative selon laquelle une aile se serait détachée a été proposée, sans véritable preuve. Le juge enquêteur Cécile Margot a noté 4 autres vols disparus ou accidentés, dont 2 présentaient des problèmes structurels. Une théorie plus sinistre a émergé pendant l'ère de l'apartheid. Sabotage intentionnel. 2 passagers critiques envers le gouvernement, Johannes Brewer et Audrey Rosendahl, étaient à bord, alimentant l'idée d'une dissimulation. Aucune preuve définitive ne soutient une cause officielle ou officieuse, ce qui fait de cette tragédie un mystère non résolu, perdu dans les profondeurs de l'océan. Nous avons passé plus de 1000 heures hommes sur cette affaire. Nous gardons l'esprit ouvert sur toute cette histoire. Si nous connaissions ne serait-ce que la raison, nous serions un peu plus près de la vérité. Voici les mots de frustration prononcés par le inspecteur en chef Lynn Turley, qui était en charge d'un événement des plus inexplicables, ayant dominé une rue entière de Birmingham. Ces paroles soulignaient à quel point des efforts considérables avaient été déployés pour percer le mystère étrange qui avait commencé à la fin de 1981. C'est Taunton Road, à Ward End, qui a été la cible d'une attaque étrange et dangereuse de jets de pierre. Les objets lisses et polis traversaient les fenêtres à toute vitesse, brisant les vitres, blessant les passants et parfois cabossant les toits des maisons. D'où venait-il? Qui semait le chaos dans ce quartier calme et sans histoire? C'est la question qui, malgré les heures de travail mentionnées précédemment, reste sans réponse. 3 maisons en particulier ont été les plus touchées par le mystère. Les numéros 32, 34 et 36 ont vu leurs fenêtres brisées par une pluie continue de pierres polies. Les premiers rapports ont mené à des fouilles rapides des environs, restées infructueuses. Avec le temps, les pierres surgissaient presque chaque nuit du néant, semant la peur chez les habitants, au point qu'ils ont même commencé à barricader leurs maisons, espérant dissuader l'entité qui rôdait aux abords, hors de vue. Ils mettaient du grillage à poules ou des plaques ondulées dans leurs fenêtres vides pour se protéger. Les forces de l'ordre ont finalement utilisé des planques pour surprendre les coupables en flagrant délit. Au début, ils attendaient dans leur voiture en observant, sans voir d'où venaient les pierres. Ensuite, ils ont installé une série de caméras cachées et ont campé dans les jardins dans des sacs de couchage. Cependant, ils n'ont pas réussi à trouver l'origine des mystérieuses pierres. Les caméras n'ont rien capté, pourtant le bruit du verre brisé et des chocs sur le métal persistait. Après plusieurs mois, la police assurait une surveillance 24 heures sur 24, certains allant même jusqu'à se cacher dans les arbres. Des experts en balistique ont été impliqués, mais n'ont pas aidé l'enquête. Les pierres, examinées de près, n'avaient aucune empreinte digitale. Dans un acte de désespoir, le clergé a été appelé, mais lui aussi est resté perplexe. Bien que cela puisse sembler être le cas d'un vandale chanceux, imposant un règne de terreur sur Taunton Road, le mystère ne fait que s'épaissir, car il s'est poursuivi sans interruption pendant les 3 années suivantes. L'affaire faisait constamment la une des journaux nationaux et passait même à la télévision, mais aucune piste ni information n'a permis de résoudre le mystère. En mai 1982, le Birmingham Mail a rapporté que des habitants effrayés se préparaient à une nouvelle attaque mystérieuse. Cette légende était accompagnée d'une photo d'une habitante, Evelyn Malko, que l'on voyait porter un casque en étain pour se protéger. D'autres propriétaires ont dû porter des équipements de sécurité après avoir subi de multiples blessures. Certains pensaient qu'ils étaient victimes d'activités paranormales, mais la police avait une autre idée. Ils ont suggéré que quelqu'un avait installé une immense catapulte pour bombarder ces maisons à environ 183 mètres. Les agents ont juré d'attraper le coupable, suggérant que même s'il a tous les atouts en main, il finira par commettre une erreur. Mais il ne l'a jamais fait. Finalement, le bombardement de pierres s'est arrêté, aussi brusquement qu'il avait commencé. Le retrait soudain était lui aussi un mystère. C'était une Bristol SLSA biplace d'un verre éclatant qui a quitté l'aéroport de Georgetown à 12h45, le 2 août, disparaissant dans l'inconnu.
Le petit avion transportait Gregory Vaughn, âgé de 72 ans, Kim Warner, âgé de 66 ans, et leur chienne bien-aimée, Molly, lorsqu'elle s'est perdue le long de la côte nord de la Tasmanie. Leur destination était fixée pour le centre de la Nouvelle-Galles du Sud. Mais leur itinéraire les ferait passer au-dessus du célèbre détroit de Bass, le triangle des Bermudes australien. C'est précisément dans cette section, entre Victoria et la Tasmanie, que plusieurs disparitions inexplicables ont eu lieu, touchant des navires et des avions. Le temps instable, les courants forts et la mauvaise visibilité pourraient être à l'origine des mystères qui se déroulent ici. Pendant des décennies, le détroit de Bass a englouti avion après avion et navire après navire, et il a encore frappé, ajoutant un nouveau cas à sa liste toujours croissante. Le Bristol, au coloris très voyant, devait atterrir dans la région du Victoria, où il devait faire le plein. Il était censé se diriger vers Hillston après cela, mais il n'arriverait jamais à l'aéroport comme prévu. Juste après 17h, le jour où Gregory et Kim étaient censés atterrir, les membres de leur famille alertèrent les autorités, pensant qu'il devait s'être passé quelque chose de terrible. En quelques instants, une enquête fut lancée. Il fut déterminé que Gregory, qui pilotait l'avion, n'avait pris aucun contact avec les autorités. Les tours de contrôle n'ont également reçu aucun appel de détresse, ce qui indique que soit tout s'est passé si rapidement qu'il n'y a pas eu le temps d'en envoyer un, soit que pour le pilote, il semblait inutile de signaler une situation dangereuse jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une recherche à grande échelle a ensuite été lancée dans la région avec des technologies avancées à la disposition des autorités. Malgré la rapidité des actions et des efforts intenses pour localiser l'avion aux couleurs vives, Gregory, Kim et Molly restaient tous portés disparus. Les mauvaises conditions météo ont ralenti et rendu vains les efforts de recherche aérienne. Une fois le temps dégagé, cependant, les opérations ont repris. Mais les autorités ne sont pas plus avancées pour comprendre ce qui s'est passé ce jour fatidique, ni où l'appareil et ses passagers ont pu finir. Fin septembre, les recherches ont été suspendues, la police attendant de nouvelles informations pour reprendre l'enquête. Espérons que les passagers ont atteint la terre ferme et ne sont pas tombés dans l'océan. Le couple possède de nombreuses années d'expérience dans l'aviation. Mais cela dit, la probabilité qu'ils soient retrouvés vivants diminue rapidement. Pour l'instant, le Bristol et ses passagers restent portés disparus au-dessus du sinistre et mystérieux détroit de Bass, sans qu'aucune réponse ne semble émerger de cet étrange incident. Le phénomène terrifiant du fantôme, ou faux travailleur social, a frappé le Royaume-Uni et les États-Unis dans les années 1990. Des individus inconnus, souvent bien habillés, se faisaient passer pour des travailleurs sociaux, des infirmières de santé publique ou d'autres professionnels similaires afin d'entrer dans les foyers, souvent sous prétexte d'une vérification du bien-être ou d'une vaccination. Un incident clé s'est produit à Sheffield, dans le South Yorkshire, en 1990, lorsque deux femmes, prétendant venir de la NSPCC, ont rendu visite au domicile d'Elizabeth Copeland. 2 jours plus tard, 2 autres agents sont revenus, la menaçant de lui enlever ses enfants, en invoquant une soi-disant évaluation des risques. L'appel de Copeland aux autorités a révélé que la NSPCC n'avait aucune trace d'aucune des 2 visites, ce qui a conduit à l'inauguration de l'opération Child Care. En 1991, à Blessington, Irlande, une femme se faisant passer pour une infirmière de santé publique, connaissant le nom et la date de naissance d'un garçon, a tenté de l'emmener pour de prétendues vaccinations, mais a quitté les lieux lorsque la mère a demandé sa carte d'identité. Le Conseil de santé de l'Est a ensuite émis des avertissements. Des signalements de ces visites frauduleuses, souvent effectuées par un couple bien habillé, ont dominé l'année 1991 dans plusieurs comtés anglais. Bien que les enlèvements aient été rares, les incidents étaient inquiétants. Le phénomène s'est poursuivi tout au long des années 1990, les auteurs devenant plus astucieux en produisant de fausses pièces d'identité. Des incidents isolés ont été signalés aussi récemment qu'en 2021, impliquant de faux agents de santé administrant de prétendues vaccinations. Les motivations restent floues, avec des théories allant de ravisseurs en série à l'hystérie collective. La réactivité des parents, qui ont exigé une pièce d'identité ou contacté les autorités, a peut-être permis d'éviter une liste bien plus longue d'enfants disparus. Jessica Lynn Guarino, la plus jeune de 3 sœurs, a grandi dans le comté d'Unicoi,
dans le Tennessee. En 2011, alors qu'elle avait 21 ans, elle a attiré l'attention de Carson Cameron, un homme de 52 ans vivant à Goldsboro, en Caroline du Nord, qui avait quelques colocataires. Sa famille, désapprouvant cette relation, a essayé de l'éloigner de Cameron pour plusieurs raisons. Mais Jessica était folle amoureuse, et leurs efforts furent vains à Noël, lorsque la jeune femme emménagea chez son petit ami sur Old Grantham Road. Outre la différence d'âge, la famille Guarino était également préoccupée par la consommation de stupéfiants. Jessica aurait eu des antécédents de problèmes de dépendance, et Cameron était apparemment encore un consommateur régulier. Bien qu'il y ait eu une tension persistante, la famille est restée en contact constant. Du moins, c'était le cas jusqu'au dernier jour de janvier 2012, lorsque Jessica a passé son dernier appel téléphonique à ses proches. C'était à sa sœur, Ashley. Elle a dit à Ashley qu'elle ne serait payée que la semaine suivante et que son téléphone n'aurait alors plus de crédit. La semaine suivante est passée sans un mot de la jeune femme de 21 ans et il est vite devenu évident qu'elle avait disparu. Après qu'un signalement ait été fait auprès du bureau du shérif du comté de Wayne, ses derniers déplacements ont été retracés jusqu'au Carolina Treatment Center, un centre ambulatoire situé dans le secteur du numéro 1700 d'East Ash Street à Goldsboro, en Caroline du Nord. Elle s'y était rendue le 23 janvier 2012, mais personne ne sait vraiment où elle est allée ensuite. Mais un collègue a ensuite affirmé l'avoir vue le 25 janvier, 2 jours plus tard. Le département du shérif du comté de Wayne a également informé le service de police d'Erwin, dans le Tennessee, qui a mené sa propre enquête et recherché la femme disparue. Les enquêteurs ont vite frappé à la porte de Carson Cameron, qui avait une histoire étrange à raconter. Selon lui, sa petite amie avec qui il vivait était partie brusquement au milieu de la nuit, sans rien dire, et en laissant toutes ses affaires personnelles derrière elle. Mais l'histoire de Carson a été contredite quand les enquêteurs ont interrogé ses colocataires. Les colocataires qui vivaient dans la maison avec Cameron et Jessica ont affirmé que le couple était en réalité parti ensemble au milieu de la nuit, mais qu'un seul d'entre eux était revenu quelques jours plus tard. Étonnamment, la carte d'aide alimentaire de Jessica a servi au moins 1 mois après sa disparition. La carte a été utilisée à 2 endroits, Charleston, en Caroline du Sud, et Goldsboro, en Caroline du Nord. Jessica n'a pas accédé à ces pages sur les réseaux sociaux depuis janvier. Dans les mois suivants, Cameron a été arrêté pour d'autres chefs d'accusation non précisés, mais a continué de refuser de parler de sa petite amie disparue ou de l'affaire, n'offrant aucune information permettant de la retrouver. Il était clair qu'il avait été le dernier à la voir. Il l'a accompagnée ce soir-là et est revenu sans elle. Le sort de Jessica reste désespérément inconnu. Les circonstances entourant sa disparition restent obscures, et Cameron demeure toujours sous le coup du soupçon et du doute. La famille de Jessica ne croit pas qu'elle serait partie sans les contacter d'abord. Il n'existe que quelques petites pistes dans cette affaire, et elle demeure portée disparue à ce jour, dans des circonstances vraiment inquiétantes. C'était en 1982 qu'un des crimes les plus audacieux et effrayants a frappé la Belgique. C'était la vague de violence du gang Kneifel, composé de 2 hommes sans peur. C'étaient des hommes imposants, arborant de remarquables moustaches, décrits comme vieux et burinés. Parfois, un 3e homme au profil similaire les rejoignait, et ensemble, ils semaient le chaos à Dino, comme étant l'une des pires séries de crimes de l'histoire. Au départ, les crimes liés à ces hommes ont commencé le 10 mai de cette année-là, à Bruxelles, lorsque les 2 voleurs audacieux ont volé 2 véhicules. L'un d'eux était une Austin Allegro, qui a ensuite été abandonnée en raison de son mauvais état. Le 2e véhicule était une VW Santana, en bon état, qui a été volée directement dans la salle d'exposition. En août, Santana est devenue une voiture de fuite, et le duo a cambriolé une épicerie française après la fermeture, arme à la main. La police a été alertée d'un vol en cours et s'est rendue sur les lieux, mais elle a été blessée lors d'un échange de coups de feu. À la fin du mois de septembre, en plein jour, 3 hommes armés ont semé la terreur dans une armurerie, forçant les clients et les employés à se coucher par terre, et ils ont méthodiquement recherché des armes. Les témoins les ont décrits comme froids, méthodiques et sûrs de leur objectif. Des policiers sont de nouveau intervenus sur les lieux, mais ont été mortellement blessés par les assaillants. À la fin de cette épreuve, 15 armes avaient été volées
y compris des fusils semi-automatiques et des pistolets. Le 23 décembre, un gardien de l'auberge de Biersel serait mortellement blessé et aurait été torturé, selon certains témoignages. La victime était José van den Ende, un partisan du dirigeant espagnol Francisco Franco, qui aurait fréquenté des stands de tir, considérés comme des lieux de rendez-vous des personnes soupçonnées d'être impliquées dans la série de crimes du gang de Nivelles. À la fin de l'année 1982, la police n'avait toujours aucune idée que ces crimes étaient liés entre eux. Ils pensaient qu'il s'agissait d'incidents aléatoires, isolés et sporadiques. La série n'était pas encore terminée et le 9 janvier 1983, la terreur a continué, en commençant par la découverte d'un corps dans le coffre d'un taxi. Un mégot de cigarette a été retrouvé sur la scène du crime, mais l'ADN qu'il contenait n'a été relié à aucun suspect. En février, avec l'aide du troisième homme, une épicerie à Jeanval a été braquée. Cette fois, l'attaque visait l'argent et personne n'a été grièvement blessé pendant l'attaque. 2 jours plus tard, une femme a été forcée de sortir de sa VW Golf et a bien vu le suspect, ce qui a permis de réaliser l'un des portraits robots produits par la suite. Le même mois, une Audi a été volée dans un garage et une autre épicerie a été attaquée, la VW Golf servant de voiture de fuite. En mars, une autre épicerie a été attaquée par les hommes, qui ont mortellement blessé le gérant et alors qu'il s'enfuyait avec l'argent, ils ont tiré à plusieurs reprises dans le magasin, révélant une nature très impitoyable. À la fin de 1983, la police était officiellement désemparée et ignorait encore que les mêmes auteurs commettaient tous ces crimes. Et cela allait continuer jusqu'en 1986, avec des attaques similaires qui allaient dominer les 3 années suivantes. À la fin de leur série de crimes, le gang de Nivelles avait commis 20 attaques, fait 40 blessés et causé la mort de 28 personnes. La police ne disposait que de descriptions vagues des 3 suspects. Ils étaient surnommés le Géant. Un homme qui mesurait plus d'1,80 m et il était décrit comme le chef du groupe. Le second homme, dans la trentaine, semblait plus âgé que le chef. Il était grand, mais pas aussi grand que le Géant. C'est cet individu qui se moquait et riait des victimes. C'était aussi lui qui tirait le plus souvent avec son arme. Le troisième homme, rarement présent sur les scènes de crime, était surnommé le vieil homme ou le chauffeur. Plus âgé que les 2 autres, il était petit, rude et marqué par le temps. Il participait aux attaques et servait de chauffeur pour la fuite. Bien que plusieurs personnes aient été citées comme des personnes d'intérêt, la série de crimes n'a jamais été résolue. La théorie dominante alléguait que les auteurs étaient des criminels chevronnés et qu'ils pouvaient être liés à des extrémistes d'extrême droite. Selon une légende mystérieuse au cœur de l'Université de Caroline du Nord, un jeune étudiant est devenu la victime d'un crime brutal alors qu'il tentait de gagner l'affection d'une autre étudiante. C'était en 1833, lorsque Peter Drumgoole tomba éperdument amoureux de Fanny, une étudiante de Chapel Hill. Ils sont vite devenus un couple et se retrouvaient secrètement sur un rocher plat, près de la falaise. Leur amour était sans égal et ressemblait à un roman d'amour. Cela dura jusqu'à ce qu'un second prétendant surgisse soudainement. Ce prétendant s'avéra être le bon ami de Peter, également étudiant à l'université. Peter remarqua qu'il essayait aussi de gagner l'affection de Fanny, ce qui provoqua une jalousie extrême. La légende raconte qu'au lieu d'agir selon ses émotions, il a simplement essayé d'éviter son ami. Mais l'ami insista pour le harceler jusqu'à ce qu'un jour, la situation atteigne un point de rupture. Les deux se sont croisés sur un chemin étroit et un coup d'épaule intentionnel a déclenché une vive dispute. Le rival a défié Peter en duel, ce qui aurait mis fin à la vie de Peter. Affolés, le rival et 2 amis ont déplacé le corps jusqu'à la roche plate où Peter et Fanny se retrouvaient. Ils ont creusé une tombe peu profonde et y ont enterré leur victime. Fanny, ignorant que quelque chose était arrivé à son bien-aimé, continuait d'aller à la roche, attendant jour après jour. La seule indication, en dehors de son absence, étaient les taches rouges sur la formation, suggérant qu'il était arrivé malheur à son amant. La légende a traversé les siècles, jusqu'à ce que des chercheurs curieux cherchent le corps présumé de Peter Drumgoole, sans jamais le trouver. Les chercheurs ont commencé à croire que toute l'histoire n'était fondée que sur un mythe,
venant s'ajouter au récit de l'université. Cependant, certains éléments de l'histoire sont vrais. Peter Drumgoole était un véritable étudiant de l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, qui en janvier 1833 écrivit à son père pour lui indiquer qu'il avait échoué à son examen d'entrée. Son père était mécontent du rejet de son fils. Mais pour attiser encore plus sa colère, un autre courrier lui fut envoyé par un membre du corps enseignant, insinuant que Peter se livrait à la débauche. Ce qui s'ensuivit fut un échange de lettres amères, avec une dernière note qui disait « J'ai décidé de ne plus jamais revoir le visage de ce parent que j'ai traité avec si peu de respect », concluant avec la suggestion qu'il partirait pour l'Europe. Peter disparut ensuite de son logement dans des circonstances mystérieuses. Il laissa derrière lui beaucoup de ses affaires et ne paya pas le commerçant de Chapel Hill. Un colocataire a décrit l'homme disparu comme d'humeur changeante et porté aux excès. Et après cela, il n'existe plus aucune trace des déplacements de Peter. Il a simplement disparu ce jour-là, s'évaporant dans l'inconnu et rapidement devenu une légende. Dans ce mystère, deux questions se posent. Qui a détruit le Jolly Farmer? Et pourquoi l'ont-ils fait? C'était en 1989, dans un petit village appelé Black Nest, dans le Hampshire, au sud de l'Angleterre, où se trouvait le charmant pub anglais, le Jolly Farmer. L'établissement ressemblait à n'importe quel pub de campagne anglais. Hormis son emplacement tranquille entouré de champs, il n'avait rien de spécial. Il n'était en rien considéré comme unique, et pourtant, il devint la cible d'une attaque macabre lors de la sombre soirée du 4 décembre. Ce soir-là, tout semblait normal. Les clients avaient pris quelques verres et discuté avec leur barman et serveur. À 2 heures du matin, les bruits de verre et les conversations animées s'étaient dissipés. Le bar était fermé et les clients rentraient titubants chez eux. Restaient encore au Jolly Farmer le gérant du bar, Richard Dean, et le chef Clifford Oz, qui débarrassait les tables et faisait la caisse. À un moment donné, tôt le matin, le téléphone à l'intérieur du bar a cessé de fonctionner, apparemment sans raison. Ni Dean ni Oz ne semblaient avoir remarqué quoi que ce soit d'inhabituel jusqu'à 2h40 du matin. Une énorme explosion a retenti au Jolly Farmer. Le bruit, audible à plus de 3 km, a attiré une grande foule. Les secours sont arrivés presque instantanément sur place et ont découvert un spectacle stupéfiant. À l'emplacement de l'ancien pub, il ne restait qu'un tas de gravats. Hormis le fait que les habitants connaissaient l'établissement, seule une enseigne abîmée et une cheminée subsistaient comme indice. Des débris étaient dispersés à plus de 100 yards du lieu de l'explosion. Des cadeaux de Noël et des fûts de bière gisaient parmi les débris, tandis que les secours fouillaient les ruines pour retrouver des survivants. Et comme l'épée d'Excalibur, une main est apparue, attendant d'être tirée de sa cage de pierre. C'était Dean. Ses vêtements avaient fondu sur sa peau. Il a été rapidement conduit à l'hôpital, où il a été soigné pour de graves brûlures sur un quart de son corps. Pose a été découvert 12 heures plus tard. Il était au-dessus de l'explosion et s'est retrouvé dans la cave en dessous. Parmi les débris et confettis de Noël, une forte odeur d'essence se faisait rapidement sentir. Cet élément a éveillé de sérieux soupçons, poussant les autorités à croire que ce drame n'était pas accidentel. The Jolly Farmer, ou ce qu'il en restait, a été déclaré scène de crime. Les enquêteurs ont rapidement trouvé la source de l'odeur d'essence. Elle avait été versée par les portes en bois de la cave, où étaient livrés fûts et fournitures. Le liquide s'est accumulé sous le pub et a été intentionnellement incendié. L'agresseur inconnu avait minutieusement planifié cet événement jusque dans les moindres détails, allant jusqu'à couper les lignes téléphoniques pour empêcher ceux qui se trouvaient à l'intérieur de contacter les secours s'ils voyaient les flammes ou sentaient la fumée. L'affaire a été requalifiée en enquête pour homicide, à la recherche d'un auteur qui n'a été ni vu ni entendu ce soir-là. Autant que les enquêteurs pouvaient en juger, il n'y avait aucun ennemi connu du Jolly Farmer, ni d'aucune des personnes qui y travaillaient. Les enquêteurs pensaient qu'il s'agissait probablement d'une erreur sur la personne. En 2008, une autre enquête sur l'événement a été menée, mais aucune réponse n'a émergé. Il n'y avait absolument aucune preuve qui puisse commencer à expliquer le mystère de ce qui s'est passé ce soir-là, et le mystère demeure. Des questions subsistent.
Qui a détruit le Jolly Farmer? Et pourquoi l'ont-ils fait? Située sur le territoire chilien et dans le sud-est de l'océan Pacifique, se trouve une île ornée d'une histoire colorée et de monuments qui en témoignent. Les moaïs, appelés aussi têtes de l'île de Pâques, sont l'élément le plus emblématique de l'île. Ils ont été créés par les premiers habitants Rapa Nui et en 1995, ils ont été déclarés site du patrimoine mondial. Les experts débattent toujours de la façon dont les habitants ont rejoint l'île à l'origine. Un argument similaire existe sur la façon dont ils ont disparu de l'île. Aussi loin que l'on s'en souvienne, l'effondrement de l'île de Pâques a toujours été attribué à une seule explication: l'écocide. L'hypothèse de l'écocide est surtout appliquée à Rapa Nui et peut même être utilisée pour décrire les circonstances climatiques actuelles. La théorie suggère que la raison de l'effondrement de la société provient de la destruction de l'environnement causée par leurs propres actions. La surconsommation, affirment certains experts. La déforestation pour faire place à la construction des moaïs, l'érosion des sols due à la surexploitation menant à la famine, les conflits internes entraînant des guerres, puis l'effondrement de la société, selon les experts. L'écocide, disait-il, était la cause de l'effondrement. Les Rapa Nui se sont détruits eux-mêmes par l'épuisement des ressources et la surcapacité. Aujourd'hui, tout ce que nous savons est remis en question. La théorie dominante n'a plus le dessus. Car il y a un peu plus d'un mois, la technologie s'est révélée utile, une fois de plus. 15 anciens habitants de cette île isolée ont été conservés dans des laboratoires depuis un certain temps, attendant de nouveaux moyens pour révéler davantage de secrets et de mystères. Ils étaient parfaits pour réécrire l'histoire telle que nous la connaissons. L'une des avancées récentes est le séquençage des génomes, qui permet aux chercheurs d'en apprendre davantage sur l'ADN, et cela a maintenant été utilisé comme moyen de déterminer ce qui s'est réellement passé. En analysant l'ADN des 15 habitants, les experts n'ont trouvé aucune preuve d'un goulot d'étranglement génétique correspondant à un déclin rapide de la population. Grâce à l'analyse des données archéologiques et à la datation au radiocarbone, il a également été déterminé que, comme la plupart des populations anciennes, Rapa Nui a commencé avec un petit nombre d'habitants et a augmenté régulièrement pendant des siècles, maintenant une population de 3 à 4 000 personnes. La communauté utilisait une technique de culture sur pierre qui les aidait à gérer le sol volcanique. Mais dans les années 1860, leur nombre a soudainement chuté, très rapidement. Et que se passait-il dans les années 1860 ? L'esclavage, l'expansion vers l'ouest, le nationalisme, le vol de territoire, les réformes, les massacres et les guerres civiles. En examinant ces facteurs et en utilisant les données recueillies par les chercheurs, on a rapidement découvert que l'écocide n'était certainement pas la cause de l'effondrement. Des chasseurs d'esclaves venus du Pérou sont arrivés sur l'île cette décennie et ont emmené autant de Rapa Nui que possible sur leur bateau. Au moment où ils ont quitté l'île, un tiers de la communauté avait disparu. Ce n'était pas un effondrement. L'effondrement de la population, selon les experts, implique une perte de 80 à 90% sur une certaine période et non une éradication immédiate. Pourtant, cela ne concerne qu'un tiers de la population. Où sont les autres Rapa Nui ? Eh bien, les génomes ont révélé le secret le mieux gardé des habitants de l'île de Pâques. Un échange avec les Amérindiens. On a découvert qu'avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, les habitants de l'île de Pâques avaient traversé l'océan jusqu'en Amérique du Sud, où leurs gènes se sont mêlés à ceux de la population autochtone. Cette découverte, bien que récente, n'est pas vraiment surprenante. Les traditions orales racontent depuis longtemps l'histoire de l'île de Pâques et des Amérindiens. Et la présence de patates douces sur l'île suggérait un commerce avant le contact avec les Européens. Bien que certains experts et même le public aient été réticents à abandonner un récit erroné, la preuve est là, dans les génomes et dans l'ADN. Tout a commencé par quelque chose d'aussi simple qu'une randonnée. Deux amis sont partis dans la nature, s'attendant à profiter de la nature et à se détendre. Mais au lieu de cela, ils ont fait une découverte qui allait les hanter pendant des décennies. Par la suite, les randonnées s'accompagnaient désormais d'anxiété et d'appréhension. Le 9 janvier 2015, les randonneurs sans méfiance se sont retrouvés à l'extérieur de Puerto de Somiedo, une ville d'Espagne connue pour ses sentiers de montagne et le parc national de Somiedo.
Mais la ville allait se distinguer pour une autre raison. Au cours de leur randonnée, les deux voyageurs sont tombés sur quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Un corps. Près d'un ruisseau étroit se trouvait une couverture, prenant une forme suspecte et informe, qui méritait d'être examinée de plus près. En s'approchant, une odeur nauséabonde les repoussa, et ils appelèrent le commissariat de police local. Les agents se sont précipités sur place et ont soulevé les couches, découvrant un corps dessous. Le défunt, sans pièce d'identité, a été nommé l'homme de Somiedo, et il a rapidement été transporté à la morgue pour une autopsie. Une jambe manquait au corps de l'homme. On pense qu'elle a été emportée par des animaux charognards. Il a aussi été découvert que, malgré ses côtes saillantes, il avait eu une alimentation adéquate la plupart de sa vie. Sa pilosité faciale était bien entretenue, et sa peau montrait qu'il en avait pris grand soin durant sa vie. L'homme de Somiedo était également mal formé. Il avait une petite tête, des membres et des doigts longs, une bosse dans le dos et un sternum proéminent. Le séquençage de l'ADN a rapidement déterminé qu'il souffrait du syndrome de Cockayne, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas vivre seul et nécessitait des soins constants. On a supposé qu'étant donné son état, le défunt avait probablement au moins un soignant. Bien que l'individu non identifié ait été enveloppé dans une couverture et placé près du ruisseau, la police n'a trouvé aucun indice de acte criminel. Aucun signe de violence, d'empoisonnement ou de indice de malveillance n'a été trouvé. Le médecin légiste a aussi conclu que sa mort prématurée était due à une crise cardiaque. Bien qu'il n'ait pas pu l'identifier, la police pensait que sa famille pourrait être retrouvée rapidement. Le syndrome de Cockayne est rare et ses traits physiques seraient faciles à reconnaître à partir d'une description. Les enquêteurs sont allés dans la ville la plus proche, sûrs que quelqu'un se présenterait. Étrangement, aucun habitant n'a reconnu les descriptions données. La police a élargi ses recherches aux villes voisines également, mais il n'y avait toujours rien. Personne correspondant à sa description n'apparaissait dans aucun des dossiers hospitaliers, ni dans aucun des établissements d'hébergement. Même les registres de naissance de toute la municipalité sont devenus un point central, tout comme la recherche de sages-femmes rurales qui auraient pu être présentes lors de sa naissance. Mais il n'y avait rien, et la question continuait de planer. Qui était l'homme de Somiedo? En octobre 2024, la première avancée dans l'affaire allait avoir lieu. Mais personne ne le savait vraiment encore. Tout a commencé avec un mandat d'arrêt contre deux personnes, un frère et une sœur, Enrique et Enriqueta. Ils devaient comparaître devant le tribunal pour une évaluation obligatoire concernant leur frère handicapé dont ils avaient la charge. Les frères et sœurs ont choisi de ne pas se présenter au tribunal pour la réévaluation, ni d'amener la personne à charge. Les services sociaux ont commencé à soupçonner quelque chose d'étrange, car pendant une décennie, ils n'avaient ni vu ni eu de nouvelles de l'homme handicapé, qui était sous la garde d'Enrique et Enriqueta, et ils percevaient 3 000 € par mois en son nom. Mais le duo a réussi à échapper à la loi pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté dans un hôtel en février 2025. Placé en garde à vue, une histoire troublante a émergé, éclaircissant une affaire non résolue depuis des décennies. Luis Maria Gissé, appelé Luisa, était le frère handicapé d'Enrique et Enriqueta dont parlaient les tribunaux. Il est né avec une paralysie cérébrale, souffrait de graves cataractes et était sourd. Grâce aux interrogatoires, les enquêteurs ont appris que le frère était déjà connu des forces de l'ordre, car en 2015, ils avaient retrouvé son corps, enveloppé dans une couverture, près d'un ruisseau. Luisen était l'homme de Somiedo. Les frères et sœurs ont poursuivi leur récit, disant qu'après le décès de son dernier soignant, ils avaient pris sa garde. Au cours des 10 années suivantes, les inspections des travailleurs sociaux ont donné des résultats similaires. L'homme n'était pas là. Il était absent, il était malade, ou il rendait visite à des proches. En réalité, les frères et sœurs ont révélé qu'il était de plus en plus malade. Mais ils n'ont pas appelé d'ambulance, par peur de ne pas pouvoir le sauver, ce qui aurait signifié que son décès serait enregistré et que les fonds seraient coupés. Alors ils ont attendu jusqu'à ce que Louis succombe finalement à ses maladies et en fin de compte, à la faim. Ils l'ont emmené dans la nature, cachant son corps au monde et au gouvernement, ce qui leur a permis de toucher les allocations d'invalidité pendant 10 ans. Dans le livre de la Genèse,
il est question d'une histoire dont la réalité est contestée. C'est la ville de Mahanaïm, située en Israël, sur la rive orientale du fleuve Jourdain. La Genèse raconte les voyages de Jacob pour retrouver son frère. Il arrive à Mahanaïm, qui pour lui était une ville sans nom. Là, les anges de Dieu le rencontrèrent et proclamèrent qu'il s'agissait du camp de Dieu, et ils le nommèrent Mahanaïm, ce qui signifie « deux camps ». Des siècles plus tard, les tribus israélites de Ruben, Gad et Manassé demandèrent à recevoir des terres en héritage du côté est du Jourdain. La demande fut accordée par Moïse, mais à condition que ces tribus aident les autres à combattre les Cananéens, et c'est exactement ce qu'elles firent. La région leur fut ensuite attribuée, mais après la conquête de Canaan, nous voyons que, sur l'ordre de Dieu, plusieurs villes, dont Mahanaïm, furent données aux Lévites. De nombreuses autres histoires, datant de plusieurs siècles, concernent cette ville. Mais la question demeure, où se trouve-t-elle? En janvier 2025, 2 éminents chercheurs israéliens ont annoncé une évolution intrigante dans ce mystère. Une découverte qu'ils avaient réalisée seulement 2 mois auparavant. Éparpillés sur un site archéologique au sommet d'une colline en Jordanie, des blocs de pierre décorés de scènes artistiques de lions et de banquets témoignent de l'existence d'un ancien palais israélite qui aurait pu se dresser là, il y a environ 2800 ans. La présence de cette architecture monumentale, datant du début du 8e siècle avant Jésus-Christ, pourrait témoigner de l'expansion israélite, suggérant que le palais faisait partie du royaume d'Israël, la ville de Mahanaïm se trouvant alors à l'intérieur de ses frontières. Des passages bibliques indiquent que la ville se trouvait à côté de Pénuel, que les chercheurs pensent être l'actuel Tel al-Dahab Esh Sharki. Cette théorie est appuyée par la mention biblique d'un temple à Pénuel, et il semble qu'un tel temple ait été découvert à Tel al-Dahab Esh Sharki. Cependant, la découverte de ces ruines ne sert pas à prouver l'historicité de la Bible et de ses récits. Mais pour une raison quelconque, la découverte de ces ruines n'est pas utilisée comme preuve pour confirmer l'historicité de la Bible. Les chercheurs estiment que cela témoigne de la présence israélite en Transjordanie, ce qui pourrait aider à comprendre pourquoi ces événements bibliques sont censés se dérouler dans cette région. Sage Smith, élevée par sa grand-mère paternelle à Charlottesville, en Virginie, a eu une enfance difficile, marquée par la séparation de ses parents et un passage par le système de placement familial, où elle a été victime d'intimidation. Malgré cela, elle était charismatique et prévoyait une carrière de coiffeuse, s'inscrivant en cosmétologie au début de 2012, après avoir emménagé dans un appartement de Harris Street. Le 20 novembre 2012, la jeune femme de 19 ans a dit à sa colocataire qu'elle avait un rendez-vous à 17h40 et qu'elle reviendrait plus tard. Le lendemain, elle avait disparu. Les appels tombaient sur la messagerie vocale et elle aurait été vue pour la dernière fois par sa sœur par alliance sur Main Street vers 18h30. Ses colocataires ont signalé sa disparition le 22 novembre. La police a fouillé Harris Street et l'Université de Virginie sans succès. Notant que son téléphone était inhabituellement éteint et l'a inscrite comme personne en danger, soupçonnant un acte criminel. Les enquêteurs ont découvert que le dernier contact connu de Sage était Eric McFadden, qu'elle prévoyait de rencontrer près de la gare Amtrak. Ils échangeaient des messages et se voyaient en secret. McFadden aurait payé Sage pour garder leur relation cachée à sa partenaire, Esther Avigny. 2 jours après la disparition de Sage, Esther a signalé la disparition de McFadden. Le lendemain, McFadden a appelé Esther pour lui demander de l'argent, puis a contacté la police après avoir appris qu'il voulait lui parler. Il a nié avoir rencontré Sage ou savoir où elle se trouvait, puis il a cessé tout contact et a disparu de la circulation, restant introuvable jusqu'à récemment. Pendant plus d'1 décennie, les 2 disparitions sont restées non résolues. Mais en octobre 2025, la police a retrouvé McFadden à Los Angeles, après qu'il ait tenté de changer légalement de nom. Les enquêteurs l'ont interrogé, mais les détails restent confidentiels pour le moment. Aucune avancée n'a été faite pour retrouver Sage, mais la police a mis à jour l'affaire en y incluant le terme « homicide probable ». Peut-être sur la base de nouvelles informations ou de la déclaration de McFadden en 2012, selon laquelle Sage avait des ennemis. Un autre mystère de l'époque biblique est l'Arche d'Alliance, un élément qui a longtemps été mentionné dans la liste croissante des mystères. Où est-elle? Qu'est-ce que c'est?
Les questions subsistent toujours. Selon la Bible, il existe un coffre en bois plaqué or orné, conçu pour abriter un élément important qui met en marche le reste du récit biblique. Le coffre a été conçu pour contenir les tablettes de la loi données à Moïse. On suppose que l'arche reposerait dans le Saint des Saints, avec le tabernacle de l'ancien temple de Jérusalem. On dit que les tablettes même des 10 commandements seraient toujours à l'intérieur. Encore une fois, une question majeure se pose. Où est-elle? Le mystère de l'Arche d'Alliance semble avoir fait un pas de plus vers sa résolution, si l'on en croit les récents développements qui ont eu lieu. Au cœur de la récente découverte se trouve la ville biblique de Silo, un lieu rarement mentionné dans les discussions sur l'Arche d'Alliance. Avant la construction des temples de Jérusalem, un temple existait à Silo, ancienne ville de Samarie, précédant ceux de Jérusalem de près de 400 ans, soit une longue période selon la chronologie des 10 commandements et la fondation des 2 villes. Silo était un lieu de grande importance. C'est là que des autels ont été établis, permettant les sacrifices et le culte selon les écrits sacrés. Pendant tout ce temps, beaucoup de gens se demandaient s'ils croyaient vraiment que Silo avait existé. Mais cette ville faisait partie des rares qui seraient facilement identifiables. Il y aurait un temple, des autels et des restes d'offrandes, et ces éléments même seraient découverts de façon inattendue en 2023. Le Jerusalem Post a publié l'histoire d'une découverte incroyable qui a laissé les historiens absolument stupéfaits. Des fouilles archéologiques avaient lieu dans la région, considérée comme l'ancienne ville de Silo. Couche par couche, la terre révélait de nouveaux éléments en faveur d'une théorie de plus en plus solide. Alors qu'ils commençaient à balayer la poussière, les experts se demandaient s'ils venaient de découvrir le complexe cultuel qui se trouvait autrefois à Silo. En étudiant les ruines d'une structure en pierre, l'équipe fit bientôt une découverte surprenante. Les dimensions de cette structure correspondent à la description, à la disposition et aux dimensions du tabernacle qui aurait abrité l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance contient les règles écrites de la vie, une découverte qui pourrait changer le monde. Le bâtiment, ont expliqué les experts, est orienté d'est en ouest et divisé selon un rapport de 2:1, comme décrit dans les Écritures. Les chercheurs ont également documenté un grand mur intérieur qui divisait l'espace en 2 sections, reflétant la séparation du lieu saint et du Saint des Saints dans l'Exode. Appuyant cette théorie, plus de 100 000 ossements d'animaux, dont des moutons, des chèvres et du bétail, qui ont probablement été utilisés comme sacrifice, ont été découverts. Une découverte qui ne peut être considérée comme une coïncidence. Il était absolument évident qu'il s'agissait d'un lieu de sacrifice rituel. Et ses dimensions correspondaient à celles du tabernacle. Mais ce qui manquait dans l'habitation, c'était l'Arche d'Alliance, qui continue de garder ses secrets cachés au monde. En décembre 1988, une femme de 20 ans a signalé une agression violente à la police du comté de DeKalb. Le 30 décembre, alors qu'elle fermait son appartement à Stone Mountain, un homme cagoulé et armé d'un couteau l'a contrainte à se rendre dans une zone isolée du complexe. L'agresseur a menacé de la tuer avant de fuir. La victime a trouvé de l'aide et son petit ami l'a emmené au DKPD, puis au Grady Memorial Hospital, où des prélèvements ADN ont été effectués. Mais en 1988, la technologie pour tester l'ADN n'était pas disponible. Donc les preuves ont été conservées par le Bureau d'enquête de Géorgie. Plus de 3 décennies plus tard, en juin 2019, l'affaire a été rouverte et l'ADN a été analysé avec l'aide du ministère de la Justice. Les preuves ont alors été reliées à Reginald Caldwell, alors âgé de 58 ans, qui vivait dans le comté de DeKalb au moment du crime. Après une enquête plus approfondie, des interrogatoires et des témoignages, Reginald Caldwell a été reconnu coupable le 20 mai 2025 d'enlèvement, d'agression et de coups et blessures aggravées, recevant 2 peines de réclusion à perpétuité consécutive, plus 20 ans. Un homme de Californie a promené son chien en laisse le long de la plage du port de Trinidad. Il ne le savait pas encore, mais quelques instants plus tard, il allait contacter le service de police de Fortuna après une découverte bouleversante. Les agents intervenants se sont dirigés vers Trinidad Head, une formation rocheuse située dans le port. L'homme a montré un crâne partiel qui gisait là, tourné vers eux.
En février 1993, les agents ont récupéré le fragment et l'ont remis au bureau du shérif du comté de Humboldt. Par la suite, un profil ADN de routine du crâne a été établi et enregistré à la fois dans l'Index national des personnes non identifiées par ADN et dans la base de données ADN californienne des personnes disparues. Le profil a été comparé à plusieurs personnes disparues et à d'autres restes humains, mais le fragment ne semblait correspondre à aucun individu connu. À partir de là, les détails de l'affaire ont été saisis dans NAMUS sous le numéro de dossier UP 55274, et c'est tout. Rien de plus ne pouvait être fait à ce moment-là. Finalement, le monde a oublié le crâne californien de 1993, qui faisait désormais partie d'un arriéré de dossiers de restes humains non identifiés. En 2024, cependant, ce mystère vieux de plusieurs décennies a connu un regain d'espoir. Lorsque le membre de la Chambre des représentants des États-Unis, Jared Huffman, a fourni les fonds nécessaires pour résorber l'arriéré et permettre au bureau du shérif du comté de Humboldt de mener de nouvelles enquêtes et des analyses ADN. Le HCSC pouvait désormais soumettre des preuves au laboratoire d'Ottram à The Woodlands, au Texas. Le fragment de crâne découvert en 1993 est devenu central pour les scientifiques, qui pouvaient extraire l'ADN grâce au séquençage génomique de qualité médico-légale. Un profil complet d'une femme inconnue a émergé de ces efforts, posant les bases de recherche en généalogie génétique qui pourraient permettre d'identifier la personne à qui appartenaient ces restes. Quelques mois plus tard, la deuxième avancée majeure allait révéler cette identité même. Le crâne s'est avéré être celui de K, Joséphine Medin. Elle était présente dans plusieurs bases de personnes disparues. Le 3 août 1987, un homme nommé Nicholas est arrivé chez lui dans le comté de Trinity pour découvrir que sa femme de 48 ans avait disparu. Son sac, ses lunettes et sa voiture étaient là, mais elle était absente. Nicolas a signalé sa disparition, ce qui a entraîné une importante mobilisation de bénévoles dans le relief difficile autour de leur maison. Mais aucune trace d'elle n'a jamais été retrouvée jusqu'en 1993. L'épouse de Nicolas, Kay Met, enseignante, était apparemment de bonne humeur, selon son patron, qui fut l'une des dernières personnes à l'avoir vue quitter son travail. Le bureau du shérif du comté de Trinity avait classé la disparition de Kay comme suspecte, mais n'a trouvé aucune preuve d'acte criminel, ni aucun indice sur sa localisation. Bien qu'elle ait été retrouvée, le mystère plane toujours sur cette affaire. Les autorités ne parviennent pas à déterminer ce qui a causé sa fin prématurée. S'il s'agissait d'un simple accident, ou si quelque chose de bien plus sinistre était en jeu ici. Gemini Madeline Posey, âgée de 21 ans de la tribu Spirit Lake, vivait à Fort Totten, dans le Dakota du Nord, avec son petit ami DeAngelo Hunt et leur bébé de 7 mois, au début de l'année 2024. Le 3 janvier 2024, elle est brièvement retournée chez sa mère à Devils Lake, avant de revenir à Fort Totten. 4 jours plus tard, le 7 janvier, Gemini a été vue pour la dernière fois par Hunt alors qu'elle quittait leur appartement, affirmant qu'une amie venait la chercher. Un signalement de disparition a été déposé le 11 janvier. L'enquête initiale a stagné, faute de pistes. Plus tard, Hunt a été arrêté et inculpé d'homicide au second degré pour la mort de son frère, Isaac, dont les restes ont été retrouvés en novembre 2025 sur la réserve de Spirit Lake. Isaac était porté disparu depuis mars 2024. Cette découverte a fait de Hunt un suspect dans l'affaire Gemini. En décembre 2025, Hunt a été officiellement inculpé par un grand jury fédéral pour le décès présumé de Gemini, accusé d'homicide volontaire et d'agression. Gemini reste cependant introuvable, et son corps n'a jamais été retrouvé. Une grande controverse fait actuellement rage, divisant la communauté historique. Un camp cherche des preuves, tandis que l'autre se contente de conjectures. Et tout cela tourne autour des mystères des pyramides de Gizeh. Des débats houleux ont commencé en mars 2025, lorsqu'une annonce plutôt étrange et apparemment erronée a été faite. Une ville découverte sous la pyramide. Des chercheurs italiens et écossais ont affirmé avoir utilisé une nouvelle technologie radar appelée radar à synthèse d'ouverture, combinant des données radar satellitaires avec de minuscules vibrations provenant de l'activité sismique naturelle. Le radar a produit une image tridimensionnelle de ce que les chercheurs pensent être les vestiges d'une ancienne ville,
cachés sous la pyramide du roi Khafré. C'est grâce à cet effort que 8 structures verticales ont été découvertes sous les pyramides, s'étendant jusqu'à une profondeur d'environ 640 mètres. Chaque puits serait entouré de chemins en spirale, reliés à 2 structures cubiques de 80 mètres, ce qui suggère la présence de pièces distinctes. Les chercheurs ont également signalé que 5 structures à plusieurs niveaux sont reliées par plusieurs passages qui ont été tenus secrets des archéologues et des historiens pendant des décennies. Avec cette nouvelle proclamation, le scepticisme ne pouvait que s'installer. Des experts ont exprimé de vives inquiétudes sur la technologie soutenant ces affirmations dangereuses, susceptibles de modifier l'histoire connue. Mais la résistance n'a pas suffi à dissuader cette équipe passionnée, et ils ont poursuivi leurs recherches sur les structures internes reliées entre elles sous la pyramide. Quelques mois plus tard, la quête de réponse a de nouveau porté ses fruits, lorsque l'équipe a annoncé une nouvelle découverte incroyable. Une deuxième cité, une structure souterraine interconnectée, avait été découverte sous la pyramide de Menkaure. Des escaliers, des canalisations d'eau et des puits verticaux sont apparus en 3D sur leurs appareils radars. Ce complexe à plusieurs niveaux, selon eux, pourrait même abriter la légendaire salle des archives, souvent mentionnée dans les récits. Selon la légende, la salle des archives serait une bibliothèque égyptienne antique pouvant révéler les secrets de l'univers si elle était découverte. La présence des 2 cités cachées suggère l'existence d'un complexe souterrain colossal, une affirmation qui est rejetée comme exagérée ou non vérifiée. En plus de leurs déclarations concernant 2 cités souterraines cachées sous les pyramides, l'équipe a également affirmé que le complexe de Gizeh aurait 38 000 ans, et non pas des centaines, comme cela a été suggéré. Il y a près de 5 décennies, quelque chose de sinistre a été découvert, dépassant du feuillage dans un champ agricole, près de la route américaine 79, à seulement quelques kilomètres de Mariana. C'était le 13 janvier 1977, lorsque les restes d'une personne inconnue ont été découverts dans le champ. La division des enquêtes criminelles de la police d'État de l'Arkansas a été envoyée pour enquêter sur le signalement. Les enquêteurs ont récupéré les restes et les ont transmis au service du médecin légiste, du laboratoire criminel de l'État de l'Arkansas. La découverte, bien sûr, est survenue à une époque où les tests ADN en étaient à leur début. Identifier à qui appartenaient les restes s'est avéré impossible, et les circonstances du décès est également restées un mystère. Les enlèvements parentaux étaient déjà comptés par dizaines de milliers à cette époque, tandis que les enlèvements par des inconnus restaient de l'ordre de quelques centaines. Il y avait bien trop de cas pour relier les restes à une seule personne, surtout si celle-ci n'avait même pas été signalée disparue au départ. Éclipsant le corps du comté de Lee, comme on a commencé à appeler les restes, il y avait les meurtres des Girl Scouts de l'Oklahoma et la célèbre affaire de la disparition de Simone Rittinger. Les restes découverts dans le champ de la ferme n'étaient pas une priorité, et ne le seraient pas durant les 48 années suivantes. En mars 2024, l'unité des affaires non résolues de l'ASP examinait tous les dossiers non élucidés de cette période, visant ensuite les restes découverts dans le comté de Lee. Avec l'aide de la SCL, les enquêteurs ont pu envoyer les restes au laboratoire Outram, où un laboratoire privé était en train de développer et d'affiner les avancées en analyse ADN et en généalogie médico-légale. Grâce à ces efforts, ils allaient enfin identifier les ossements restés dans la salle d'épreuve depuis 50 ans. Le 6 juin 2025, Outram a publié un rapport identifiant l'homme auquel appartenaient les restes. Il s'appelait Charles Howard Wallace. Une enquête plus approfondie a permis de retrouver 2 membres possibles de sa famille qui vivaient dans le Tennessee. En juillet, des échantillons d'ADN ont été prélevés sur eux et comparés à ceux de Charles. En septembre, cela a été entièrement confirmé. L'identification était positive. Il s'agissait des restes du jeune homme de 21 ans qui, semble-t-il, avait perdu le contact avec sa famille à l'automne 1974. Ses proches l'ont vu pour la dernière fois à Memphis, Tennessee, à la fin de son adolescence, alors qu'il cherchait un traitement dans un centre de réinsertion du centre-ville. Même si nous avons plus d'éclaircissements sur le corps retrouvé dans le comté de Lee, certains aspects restent mystérieux. Pour commencer, les autorités semblent incapables de déterminer la cause de sa mort prématurée ou comment il s'est retrouvé seul dans ce champ, sans être remarqué par qui que ce soit, pendant près de 50 ans. Alana Rose Jones,
était une mère célibataire qui cherchait quelqu'un avec qui passer le week-end en février 2015. Elle a rencontré en ligne un homme de 30 ans, dont le nom n'a pas été révélé, sur une appli de rencontre, dans ce qui allait devenir l'une des histoires les plus étranges de leur vie. Les deux sont retournés chez elle, où son rendez-vous a trop bu et s'est évanoui sur le sol de sa cuisine. Après que son téléphone n'ait pas arrêté de sonner et de recevoir des messages, Alana a finalement décidé de répondre à sa place. Au téléphone, une femme bouleversée a été très surprise d'apprendre que son petit ami était à un rendez-vous. La femme mystérieuse a décidé de se rendre en voiture chez Alana pour le ramener chez elle. C'est déjà un premier rendez-vous complètement fou pour commencer, et voici où l'histoire étrange mais vraie devient encore plus bizarre. L'homme s'est réveillé et a vu Alana debout au-dessus de lui, dans la cuisine, tenant une lame. Elle a crié et l'a insulté, furieuse qu'il la trompe, et elle lui a ordonné de quitter sa maison tout en lui donnant des coups de lame. Il a juste eu le temps de lever le bras pour éviter qu'elle ne le tue. Pris de panique, il s'est enfui et a eu une crise d'asthme pendant qu'elle appelait le 911 pour dire qu'elle avait été attaquée et qu'elle agissait en légitime défense. Ils ont tous les deux été emmenés à l'hôpital. Plus tard, alors que les enquêteurs tentaient de comprendre la véritable histoire, Alana a plaidé coupable d'avoir transformé ce rendez-vous Tinder en un véritable cauchemar. Pour ces crimes, elle a obtenu un crédit pour le temps passé en détention provisoire, en attendant son procès, et a été condamnée à 18 mois de liberté conditionnelle. Un homme non identifié de Californie, utilisant l'application de rencontre Meet Me, n'aurait jamais imaginé l'histoire d'horreur qui l'attendait lorsqu'il a été mis en relation avec une femme de 31 ans qui se faisait appeler Karma. Le 21 novembre 2019, ils se sont rencontrés à l'Eagle Mountain Casino, vers 2h du matin. Karma est venue avec un homme plus âgé, qu'elle a présenté comme un membre supposé de sa famille. C'était un début étrange pour un premier rendez-vous fou. Mais l'histoire est devenue encore plus étrange lorsqu'un homme de 27 ans, nommé César Cameron Domingo Jr., est arrivé plus tard, affirmant être un ami de Karma. Étonnamment, ce que la plupart considéreraient comme une histoire d'horreur amoureuse n'a pas mis fin à la soirée. Les quatre sont restés ensemble plusieurs heures, jusqu'à ce que l'homme de Californie propose de les ramener chez eux. Sur le chemin du retour, l'un des hommes lui a braqué une arme depuis la banquette arrière. Après qu'un coup de semonce tiré par la fenêtre ait montré qu'ils étaient sérieux, le groupe a forcé l'homme à faire un retrait au distributeur automatique de 400 $. Il leur a donné tout son argent et ses objets de valeur, y compris son téléphone portable. Sa nuit d'horreur s'est finalement terminée après qu'ils aient été déposés chez eux, moment où il est rentré directement chez lui pour appeler le 911 et raconter son histoire effrayante aux opérateurs. Les enquêteurs de la police ont pu retrouver ses biens volés et son argent. Il n'a pas fallu longtemps aux détectives de la brigade criminelle pour retrouver la mystérieuse femme appelée Karma, dont le vrai nom était Shalina Lopez, ainsi qu'un de ses complices, un homme de 31 ans nommé Mario Gaona. Une troisième personne, César Cameron Domingo Jr., âgé de 27 ans, est toujours en fuite. Voici l'histoire étrange mais vraie de Rachel Elwell, une Britannique divorcée de 50 ans, originaire des West Midlands, qui, à son grand désarroi, a commis l'erreur de laisser sa sœur l'encourager à reprendre les rencontres amoureuses. Elle a rapidement rencontré un homme nommé Stéphane Barrio Hugo grâce à des publications sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Ce père célibataire était un ingénieur indépendant qui élevait sa fille seule depuis 7 ans. Après plusieurs choix de carrière judicieux, il était prêt à rencontrer quelqu'un. Il était ravi d'avoir obtenu un contrat important pour construire des stations-service en Ukraine. Lorsque Hugo est arrivé en Ukraine, son histoire allait basculer vers un mystère étrange et effrayant. Le financement du contrat s'est avéré bien inférieur à ce qu'on avait promis à Hugo, en raison des nouvelles lois fiscales compliquées de l'Ukraine. Humilié, il a demandé à Rachel tout ce qu'elle pouvait lui donner pour la nourriture et le taxi pendant qu'il finissait le travail. Elle en a parlé à ses amis, sa famille, qui pensaient que cela pouvait être l'histoire réelle de quelqu'un dans le besoin. Elle a donc envoyé à son amoureux en ligne quelques centaines de dollars. À mesure que le projet d'ingénierie devenait plus complexe et prenait plus de temps,
Rachel s'est retrouvée à envoyer continuellement de l'argent pour le soutenir en Ukraine. Ces histoires paraissaient crédibles. Et quand il lui a dit que sa fille se retrouverait sans toit au-dessus de sa tête si ce projet échouait, elle l'a cru. Elle a continué à lui envoyer de l'argent, alors jusqu'à contracter de nouveaux prêts pour le soutenir financièrement. Lorsque Hugo a dit qu'il avait emprunté 30 000 $ à un usurier, les événements entourant leur relation sont devenus sombres et inquiétants. Hugo a commencé à appeler Rachel en lui racontant qu'il était retenu captif dans le sous-sol sombre d'un endroit inconnu. L'histoire d'horreur qu'il racontait ne semblait pas vraie à Rachel au début, jusqu'à ce qu'on lui montre des lettres officielles du gouvernement ukrainien confirmant que ses problèmes fiscaux étaient dus à une nouvelle loi récemment entrée en vigueur. Convaincue que cette histoire effrayante était le dernier obstacle, elle envoya plus d'argent pour qu'ils se rencontrent enfin lors de leur premier vrai rendez-vous. Hugo a finalement été libéré par ses ravisseurs et essayait de rentrer chez lui. Mais un dernier problème à l'aéroport a fait qu'il avait besoin de plus d'argent pour le vol. À ce stade, Rachel avait dépensé bien plus de 100 000 $ pour quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant, et elle avait besoin de voir plus de preuves pour s'assurer que l'histoire étrange de Hugo était réelle et ne venait pas d'un criminel. Redoutant le pire, elle s'est rendue à l'adresse de Hugo indiquée sur les lettres reçues. Au lieu de retrouver sa fille et sa gouvernante, elle a rencontré une famille déconcertée qui n'avait aucune idée de qui était Hugo. Cette fin inattendue de l'histoire a fait comprendre à Rachel que Hugo n'existait pas. Elle détenait désormais la véritable version des faits. Mais ces mois avaient été les moments les plus sombres de sa vie, et elle avait subi d'importants problèmes financiers et de santé mentale pour avoir fait confiance, à tort, aux paroles d'un inconnu. Elle a décidé de rendre publique son histoire d'horreur liée aux rencontres en ligne afin que les gens prennent conscience des véritables dangers de ce que les enquêteurs criminels appellent les arnaques sentimentales. Au lieu d'un premier rendez-vous, elle est tombée amoureuse d'un homme inexistant qui, en retour, l'a changée à jamais. En 2021, un criminel présumé a été arrêté par des détectives d'une manière des plus étranges. Un rendez-vous Tinder qui a mal tourné a conduit à l'arrestation d'une personne désormais célèbre, nommée Corey Maurice Brooks. En février 2021, Brooks avait été arrêté pour avoir prétendument traîné une femme par les cheveux dans la maison et lui avoir pris son téléphone portable. 4 mois plus tard, la police a répondu à un appel concernant une affaire de vol de voiture, dans lequel Brooks aurait reculé un véhicule volé contre une voiture de police, puis percuté un arbre derrière lequel un policier s'était abrité. Finalement, le criminel a pris la fuite à pied et les enquêteurs étaient toujours à la recherche de l'homme recherché. Malgré un mandat d'arrêt lancé contre lui, Brooks a décidé d'utiliser l'application de rencontre en ligne Tinder. En août, il a été mis en relation avec une femme dont l'identité n'a pas été révélée via l'application et elle l'a invité chez elle. Lorsque la femme mystérieuse a réalisé qu'il pouvait être agressif, elle a envoyé un message à un ex-petit ami pour demander de l'aide. Elle pensait que Brooks était très effrayant et allait la tuer. L'ex-petit Asie a demandé à la police de vérifier chez elle qu'elle allait bien. Comme ils n'ont obtenu aucune réponse, une équipe du SWAT a été appelée sur les lieux du crime et les habitants ont été priés de rester à l'intérieur. Pendant 1h15 terrifiantes, la femme est restée piégée à l'intérieur de la maison avec Brooks avant de finalement réussir à s'échapper. 45 minutes supplémentaires se sont écoulées avant que Brooks ne se soit apparemment rendu. Lors de la réalisation de cette vidéo, son affaire criminelle n'a pas encore été jugée. Le 14 juillet 2016, Phil Stevenson, âgé de 22 ans, et Nicole Graham se sont rencontrés sur l'application de rencontre Tinder. Nicole faisait un voyage en Turquie. Quand elle a invité Phil, il a accepté. Leur premier rendez-vous était à l'aéroport. Nicole a dit se sentir en sécurité avec Phil. Le vol s'est bien passé et leur histoire d'horreur amoureuse n'a commencé que le lendemain, le 15 juillet. Le lendemain de leur atterrissage, la Turquie a connu une tentative de coup d'État militaire. Phil et Nicole s'entendaient déjà mal lorsqu'ils ont soudain été confinés dans leur hôtel, tandis que les combats se rapprochaient de tous côtés. Les vols internationaux ont été suspendus indéfiniment, les bloquant sur place. Coincés dans une chambre, ils ne pouvaient sortir.
Des hélicoptères bourdonnaient pour éloigner l'ennemi de la station touristique de luxe. Un hélicoptère aurait été abattu. Et 2 officiers ont perdu la vie à l'extérieur. À l'intérieur de l'hôtel, la pire histoire d'horreur amoureuse du monde se poursuivait. Bien que leur vie soit en danger, Nicole aurait tenté d'être romantique, tandis que Phil voulait simplement s'amuser un peu. Déjà mal à l'aise quand elle voulait le nourrir, il a été encore plus rebuté par son envie d'aller dans des restaurants romantiques comme un vrai couple. Quand elle a essayé de rapprocher leur lit, il serait resté assis toute la journée avec son casque sur les oreilles, l'ignorant complètement. Si leurs histoires sont vraies, alors Phil aurait pris le premier vol qu'il a pu trouver pour rentrer chez lui. Et Nicole est restée seule à devoir se débrouiller pendant 5 jours. Sa vie en danger, elle a dit préférer passer du temps seule que d'être avec lui. Ils sont rentrés sains et saufs, mais auraient pu mourir ou être pris en otage contre une rançon. D'habitude, partager une histoire effrayante suffit à rapprocher les gens. Mais pas dans cette situation. Quand quelqu'un s'échappe du pays en plein coup d'État, on peut dire sans se tromper que c'est sans doute la pire histoire d'horreur de toute l'histoire des applications de rencontres. Merci à tous de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Et n'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je suis Top 5 Unknowns. À bientôt dans la prochaine vidéo.